6 heures du matin, 6 heures moins le quart, ils sont arrivés. Ils étaient 60 gendarmes. Enfin, quand ils ont défoncé la porte, ils sont rentrés en hurlant. Et ils m'ont braqué alors que j'avais ma petite fille qui avait 1 an. Je l'avais dans les bras et j'avais un autre enfant qui avait 3 ans. Ils m'ont frappé. Ils m'ont tordu le bras, mis par terre, un pistolet sur la tête. Je crois que les victimes sont innombrables. Les gendarmes qui sont venus étaient persuadés qu'ils venaient sauver les stagiaires d'un suicide collectif qui n'allait pas manquer dans les jours qui venaient. N'importe quel groupe, de quoi que ce soit, peut devenir groupe sectaire si on veut lui chercher des ennuis. Personnellement, moi, je ne comprends pas ce qui se passe en France. Je trouve ça inacceptable. On essaie de diaboliser les gens. Donc pour les diaboliser, on dit qu'ils font partie de sectes. C'est facile. Comme ça, on les rejette en bloc. Et il n'y a plus de discours. Nouvelle spiritualité, ésotérisme, développement personnel, New Age, méthode alternative de santé ou d'éducation, autre conception du vivre ensemble. Cette liste n'est pas exhaustive, mais la plupart des victimes de la répression que nous allons évoquer dans ce film s'y reconnaîtraient. Ces personnes ont en commun de s'être vues stigmatisées un jour par l'utilisation du mot « secte ». La question commune est « qu'est-ce qu'une secte ?» Nous en préférons une autre. Les sectes existent-elles ? C'est le fil de la réflexion que nous avons engagé. En effet, l'existence même du mot secte, dans sa signification actuelle, perpétue un amalgame outrancier entre quelques affaires criminelles et la spiritualité en général, et ses nouvelles expressions en particulier. Ce mot fait peur et peut devenir une arme redoutable. Les gendarmes, nuit et jour, veillaient autour d'une église. Mais des situations aberrantes. Et j'ai téléphoné au maire, j'ai dit, vous êtes raciste. Il m'a dit, non, non, monsieur, non. Il dit, d'accord. Alors, si vous n'êtes pas raciste, qu'est-ce que vous êtes? Oui, mais ce mouvement-là, on ne sait jamais. J'ai dit, pourquoi vous ne soupçonnez pas l'église catholique protestante qui sont à côté? Oui, mais on les connaît. Mais sur quelle base vous les connaissez? Est-ce que vous avez vérifié la théologie de ces églises? Est-ce que vous vous êtes rendu compte que la théologie est mauvaise? On a eu le cas d'une personne dont les enfants avaient été placés en foyer parce que la mère et la grand-mère fréquentaient les antoinistes à Valenciennes. Une décision stupéfiante et à mon avis incroyable qui intervient en 1981. La Cour de cassation valide l'arrêt d'une cour d'appel. Il s'agit d'une demande en divorce et la Cour d'appel avait dit que sous l'empire de ses convictions religieuses, la femme, adhérente d'une secte, imposait à son entourage et à son fils en particulier une nourriture étrange et n'élevait pas celui-ci suivant les principes de la religion de la famille. C'est tout. Qu'est-ce qui range des individus dans la mauvaise catégorie? Qu'est-ce qui fait d'une association spirituelle ou d'une église une secte dans l'esprit de nos concitoyens? Vous avez fait allusion à 2 sectes, dont une avait déjà défrayé la chronique dans le passé, la Citadelle, et l'autre que je ne connaissais pas, parce qu'effectivement ça pullule, Tabitha's Place, c'est ça? Place. Tel parent, au retour de stage de l'un de ses enfants, est étonné par son changement de comportement. Par exemple, il ne veut plus manger de viande. Le New Age fait son nid dans le bénitier des églises. Le Christ, il devient un cosmoplanétaire, la Vierge un substitut de la Dame Blanche. Je dis très clairement les choses. Je pense que si on fait partie d'une secte, on ne peut plus exercer ce métier. Si toutefois la secte décide que cet enfant ne doit pas exister, on va le sacrifier. Est-ce qu'on peut considérer que les témoins de Jéhovah ne font pas des enfants infirmes intellectuellement parlant? Il se passe des choses, il y a des gens qui souffrent, il y a des victimes, et devant cela, l'État, le gouvernement, le pays ne peut pas rester un simple observateur inactif. Des sectes, des gourous,
Un danger sournois et omniprésent. Des victimes, des enfants en danger. C'est le tableau dressé par ces acteurs de la lutte contre les sectes. Le constat que nous avons fait, un constat alarmant, à double titre. D'abord, le nombre d'enfants touchés en France par ce phénomène. Ils sont plusieurs milliers. On peut estimer entre 60 et 80 000 enfants. Derrière ces propos péremptoires, il n'y a en réalité aucune preuve de l'existence d'enfants en danger du fait de supposées dérives sectaires. N'importe quel journaliste, à la lecture attentive de ce rapport ou en visionnant les auditions de la commission disponibles sur Internet, aurait pu soupçonner l'énormité d'un mensonge communément admis depuis une dizaine d'années. Quelques heures nous ont suffi à relever les éléments d'une petite démonstration. Monsieur Fenech, président de la commission, le 19 décembre 2006, jour de la remise du rapport. Compte tenu des rapports de la mission interministérielle qui met l'accent sur les dangers pour les enfants, compte tenu d'un certain nombre de signalements qui étaient portés à notre connaissance, notamment de l'autorité judiciaire, nous avons estimé que c'est là qu'il fallait faire porter notre action. Madame Sancy, représentante de l'autorité judiciaire 3 mois plus tôt lors des auditions. On nous a cité le chiffre de 80 000 enfants qui seraient touchés par le phénomène. Oui, sauf qu'en 2003-2004, lorsqu'on a mené cette enquête, on a recensé 192 dossiers et pas un de plus. Voilà, ouverts pour une problématique sectaire et encore directe ou indirecte. Il y avait même un certain nombre de dossiers pour lesquels la problématique était indirecte, c'est-à-dire qu'on n'était même pas sûr qu'elle avait une influence directe sur ce qui avait été mis en cause. Vous avez dit tout à l'heure, il y a une centaine de dossiers déjà anciens, vous avez dit, suivis. Et je m'interrogeais sur le déjà ancien. Parce que déjà ancien, ça veut dire qu'il n'y en a pas de nouveau, ça veut dire qu'il traîne et qu'on s'en sort pas, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il y avait derrière votre incise, là, déjà ancien? Cela veut dire effectivement qu'on constate une grande diminution des cas de signalement. Monsieur Dupuis, mission secte du ministère de l'Éducation nationale. Nous avons demandé aux inspecteurs d'académie quels étaient, parmi ces enfants en danger, ceux qui l'étaient à cause de mouvements sectaires. Ils nous ont répondu qu'il y en avait 8. Sur les 19 000 signalements auprès des parquets d'enfants en danger, vous nous dites 8 seulement ont concerné phénomène sectaire. Donc là, on est en droit de se poser des questions. Pourquoi ce chiffre qui est insignifiant? Nous pensons, nous, être en droit de poser la question suivante. Comment expliquer que la Commission n'ait pas seulement envisagé que ces chiffres correspondent tout simplement à la réalité de la quasi-inexistence de victimes? Et là, au lieu de cela, obstinément poursuivi sa quête de preuves auprès de chaque ministère. Audition de Madame Françoise Le Bihan, du ministère des Affaires étrangères. Votre ministère, votre direction n'est pas saisie d'affaires mettant en cause des parents divorcés avec des enfants déplacés à l'étranger? Ah si, vous en avez voilà. quand même. Oui. C'est à ce titre que nous connaissons ces 2 dossiers, les 2 dossiers que je vous ai cités. Mais pas plus de 2 dossiers, vous dites. Concernant des dérives sectaires sur des mineurs. Oui. Faute de chiffres, la Commission se rabat sur les boucs émissaires habituels des médias. À ce titre, les témoins de Jéhovah seront cités pas moins de 415 fois au cours des auditions. Là encore, la rumeur subira parfois quelques démentis cinglants. Messieurs Dupuis et Polivka, inspecteurs généraux de l'Éducation nationale. Jamais nous n'avons eu de signalement d'enseignants, de parents d'élèves, d'élus, nous alertant sur le comportement des enfants témoins de Jéhovah. On ne signale pas, effectivement, ce genre de choses. Pourquoi? Parce qu'il nous semble qu'ils ne sont pas vraiment en danger. Il se passe des choses, il y a des gens qui souffrent, il y a des victimes. Il y a certes des choses qui se passent, mais elles ne semblent pas inquiéter les observateurs des ministères. Il y a peut-être des victimes, mais leur nombre ne justifie en rien l'action du gouvernement. À observer cette action sur les 25 dernières années, on peut même dire que s'il n'y a pas de victimes avérées, ce n'est pas faute de les avoir cherchées. Un guide de l'agent public face aux dérives sectaires, diffusé dans toutes les administrations, récapitule les principaux éléments d'un dispositif unique au monde. Depuis 1996, une mission interministérielle permanente, la MILS, à laquelle a succédé la Miviludes. Des missions de vigilance et de coordination au sein de chaque ministère. Un magistrat correspondant secte dans chaque cour d'appel,
50 correspondants sectes parmi les enquêteurs de la Direction centrale des renseignements généraux. Dans toutes les préfectures, une cellule de vigilance sur le phénomène sectaire. Des brochures de mise en garde contre les sectes dans les 1239 points d'information jeunesse. Un livre spécial secte pour les maires et à tous les niveaux de ce dispositif, l'intervention des associations antisectes. CCMM, Centre contre les manipulations mentales, et surtout les ADFI, Associations de défense de la famille et de l'individu, qui sont reconnus d'utilité publique, subventionnés à plus de 90% et à hauteur de centaines de milliers d'euros. C'est donc cet arsenal impressionnant qui se révèle incapable de déceler plus de quelques victimes de dérives sectaires chaque année. Monsieur Leski, chef du bureau des cultes, termine notre tour d'horizon des ministères et montre que l'action de l'État se heurte parfois au simple bon sens et à l'éthique d'un fonctionnaire. Si les autorités administratives qui ont été mises en place pour protéger les enfants constituent un dossier suffisamment étayé qu'ils peuvent transmettre au ministre de l'Intérieur en lui disant voilà, sur la base de l'ensemble de ces faits avérés, de ces dossiers, nous avons un mouvement dont la philosophie fait que systématiquement les enfants sont élevés en contradiction avec les conventions internationales signées par la France, mais nous examinerons le dossier. Pour l'instant, je ne l'ai pas vu. Je ne vais pas l'inventer. Je ne suis pas en droit de me substituer à cette absence de preuves. Qu'est-ce qui alimente donc le supposé travail des commissions d'enquête parlementaires, de la Miviludes et des associations subventionnées par l'État? Connaissent-ils ceux qu'ils dénoncent comme dangereux? Mais vous savez, on a respecté totalement le contradictoire. Nous avons adressé des questionnaires à toutes les communautés concernées. Elles ont eu tout le loisir de nous répondre. Donc tout est bien clair. Donc les témoins de Jéhovah, contrairement à ce qu'il dit, vous dites, vous avez discuté avec eux, ils ont été entendus? Mais on ne discute pas avec des communautés sectaires. On prend acte de leurs actes lorsqu'ils franchissent la ligne jaune, c'est-à-dire la loi républicaine. De fait, et à l'instar de M. Fenech, l'option de ne pas dialoguer avec les personnes incriminées est un consensus général parmi les acteurs de l'antisectarisme. Il en est un autre, c'est celui d'ignorer le travail des historiens des religions, sociologues ou ethnologues salariés de l'État qui depuis des années étudient l'émergence des nouvelles spiritualités. Ils ont pourtant prouvé devant notre caméra qu'ils avaient des choses à dire sur la situation française. Maurice Duval, ethnologue, qui a entre autres étudié pendant 4 ans la religion homiste. Aujourd'hui, on est à cette période-là où il y a des contrôles de plus en plus grands et on essaie maintenant, comme Big Brother, de contrôler les pensées, de contrôler les systèmes de croyance des gens. C'est la raison pour laquelle je me bats contre cela, c'est que je pense que c'est extrêmement dangereux socialement. Et je dirais à la Miviludes qui sont dans ce cas de figure, et qui le savent bien d'ailleurs, malgré tous les discours, parce que quand on regarde combien il y a eu de gens, de groupes, de sectes épinglés par la justice pour méfaits, pour délits, on voit que c'est dérisoire par rapport au nombre de groupes. D'ailleurs, ça les embête à la Miviludes, parce qu'ils voient bien qu'il n'y a pas d'objet. Il n'y a pas d'objet. Jean Bobéro, titulaire de la seule chaire française sur la laïcité, intervenant incontournable de tous les colloques français ou étrangers sur le sujet. Qu'il y ait des associations qui luttent contre d'autres groupements, ça fait partie de la société globale, ça fait partie de la liberté d'expression. Que ces associations soient liées à l'État, soient reconnues d'utilité publique et qu'elles puissent instrumentaliser l'État, ça c'est grave et c'est ce qui distingue la France des autres démocraties. Raphaël Liogier, directeur de l'Observatoire du religieux, institution de l'Université d'Aix-en-Provence. La plupart des chercheurs en sciences sociales sont d'accord sur le diagnostic, sur ce qui se passe, sur le religieux, sur les nouveaux mouvements religieux. Enfin, il n'y a pas de chercheurs sérieux en sciences sociales en France qui ont peur des nouveaux mouvements religieux. Peu ou pas de victimes. Une population inoffensive selon les universitaires qui l'étudient. Et pourtant, une mobilisation nationale à l'encontre de cette population est l'idée ancrée qu'elle représente un fléau social majeur. Ce qui s'apparente à une véritable psychose n'est pas sans conséquence. Nous vous invitons à découvrir l'envers du décor. Des hommes, des femmes et des enfants victimes méconnues d'une véritable répression. Avec les sectes, la courtoisie n'est pas de règle, il faut venir par surprise. En décembre 2006,
Nous sommes allés à la rencontre d'une petite communauté chrétienne qui faisait alors à ses dépens la promotion du 3e rapport d'enquête parlementaire sur les sectes. Bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité de ce mercredi. La commission d'enquête parlementaire sur les sectes a découvert 18 enfants vivant en vase clos dans la communauté biblique Tabitha's Place. Donc vers 9h du matin, moi j'étais en train de commencer la classe avec mes 3 élèves. Et puis là, il y a un enfant qui vient me prévenir qu'il y a des messieurs qui attendent devant la porte. On me prévient que c'est des gens du Parlement qui sont là. Donc je les fais rentrer et on s'assied, on commence à discuter tranquillement ensemble. On savait que ce sont des parlementaires qui ont fait, entre guillemets, de la lutte contre les sectes leur cheval de bataille. Donc on sait très bien qui venaient. J'écoute mon cœur, je me dis, okay, ça fait 10 ans qu'on leur demande de venir ici pour voir par eux-mêmes et constater par eux-mêmes ce qu'on est en train de faire, ce qu'on est en train de vivre, comment sont nos enfants. Donc ils ont visité 3 classes, ils ont posé quelques questions brièvement aux enfants. La visite sera de courte durée, car le planning des députés est très serré ce jour-là. Quand les parlementaires étaient encore dans nos locaux, on commençait déjà à être contactés par les premiers journalistes qui nous disaient qu'une dépêche de l'AFP était tombée, qui disait donc que la commission allait faire une conférence de presse à Paris à 18h. Avant le départ, les députés sont invités par leurs hôtes à converser autour d'une boisson. On les assoit dans ces locaux ici, là où on est maintenant, et nous leur posons la question de savoir quelle était leur première impression. Et là-dessus, à M. Georges Fenech de prendre la parole, et lui-même nous dit, et je regrette de ne pas l'avoir enregistré, parce que lui nous dit, écoutez, franchement, nous avons été agréablement surpris de l'accueil que vous nous avez donné, puisque nous sommes venus par surprise, vous nous avez reçus avec le sourire, vous avez ouvert vos portes sans résistance, nous avons trouvé des locaux qui étaient propres, nous avons trouvé des enfants qui étaient sains, des enfants qui avaient l'air heureux, nous avons même pu constater qu'ils jouaient ensemble, nous les avons vus à travers la fenêtre, M. Georges Fenech qui dit ça. Quelques heures après, ces messieurs prennent l'avion et arrivent à Paris, et là, le tableau change, ça devient quelque chose de dramatique. Ils ont découvert des Natacha Kampusch, des enfants qui étaient asociaux, coupés du monde. On a été bouleversés, je crois que ce n'est pas la peine de le cacher. Nous avons vu ces 18 enfants livrés à une communauté d'enfermement psychologique. La loi ne permet pas de lutter contre cet enfermement psychologique de ces enfants qui sont coupés du monde. Coupés du monde. De quel monde? De quel monde? Enfin, on n'est pas coupé du monde dans la mesure où on reçoit régulièrement des invités, nos familles, on leur rend visite, on va sur des foires et des marchés, nos enfants eux-mêmes, ils se déplacent avec nous, hein, on n'est pas du tout coupé du monde. L'étiquette de secte est un véritable passeport pour les ennuis. Une condamnation à vie à la présomption de culpabilité même pour ceux qui ont subi des procédures judiciaires et en sont sortis blanchis. Un autre lieu, d'autres personnes réunies autour d'autres convictions, victimes de la même psychose collective. Je constate qu'il y a des communautés qui commettent des dérives sectaires qui peuvent être susceptibles de causer des dommages. J'y vais et j'ai bien l'intention d'y aller et j'irai au moins dans tous les départements. J'ai vu d'un coup 8 personnes arriver, une caméra sur l'épaule. Je l'ai vécu un petit peu comme une descente, c'est-à-dire que M. Fenech est assez incisif dans sa manière de se présenter, dans sa manière d'entrer. Il impose un rapport un petit peu de juge d'instruction, si j'ose dire cela ainsi. Alors je ne sais même pas si j'ai donné l'autorisation de filmer parce que ça a été tellement brutal que je ne me suis pas rendu compte de ce qui se passait. Il y a un monsieur qui vient vers moi, qui se présente. J'ai pas trop compris ce qu'il me disait. Il m'a cité un sigle, j'ai entendu UD à la fin, c'est tout ce dont je me souviens. Enfin, on a tout de suite vu que M. Fenech était vraiment la personne importante, avec son aéropage de personnes autour. J'avais toujours cette idée que c'était vraiment des personnes venues faire une enquête, donc voilà, moi j'ai répondu aux questions. Donc nous avons fait un tour de la propriété, il y a eu des questions posées. Alors M. Fenech particulièrement a des questions stéréotypées qui reviennent cycliquement. Il y a toujours des références si les enfants sont scolarisés, la notion santé
et qu'est-ce qu'on propose par rapport à la santé. Ensuite, qu'il y avait quelque chose d'un peu particulier, que les questions étaient très orientées et qu'il n'y avait pas d'ouverture. Et chaque fois qu'Éric ou Véronique partaient sur ce terrain-là, c'est-à-dire ce qui se vit réellement ici, il coupait la parole, il posait une autre question, il invitait un de ses collaborateurs à poser des questions. Et on a senti qu'il y avait un agacement, qu'il y avait une impatience. J'ai ressenti un malaise, quoi. J'ai senti que les réponses leur importaient peu. Les enfants ne vont pas à l'école, vous êtes une secte. Vos enfants vont à l'école, et bien vous êtes une secte et vous essayez de vous cacher derrière le fait que vos enfants vont à l'école. C'est une couverture. Donc tout est interprété de manière à amener un axe bien précis. Et puis sont arrivées les questions vraiment malhonnêtes sur l'argent que frère Abel gagnait sur notre dos. Au fur et à mesure en fait, de la visite, je me suis bien rendu compte qu'il y avait vraiment une amertume en disant mais en fait ce qu'on dit ne les intéresse absolument pas. Ils ont déjà leur idée sur ce qu'ils viennent voir et puis enfin surtout Monsieur Fenech. Les autres personnes étaient plus respectueuses. Monsieur Fenech sous-entendait que frère Abel était membre de l'ordre du Temple solaire. J'ai été un peu effrayée et indignée de ce que cet archéologue donnait à voir du travail qui est fait ici. Ça nous a semblé parfaitement, pas faux, mais pire que ça, pas juste, quoi. Ça ne correspond pas du tout à l'esprit du lieu. Là, j'ai l'impression d'avoir été abusée une deuxième fois, parce que j'avais vraiment fait confiance à cette personne qui était à côté de moi, cette journaliste du Parisien. Une équipe de France 2 était venue sur le lieu, donc avec une journaliste et un caméraman, et nous nous sommes dit, mais si c'est de la même veine... J'ai rappelé France 2 pour savoir ce qu'il en était exactement et à quoi ça correspondait et où est-ce que ça allait. Elle a tenté de me rassurer en me disant qu'il y avait une éthique, qu'il n'y avait aucun souci à se faire, etc. Simplement, l'intitulé de l'émission était Les gens portés disparus. Nous avons décidé en accord avec notre avocat de refuser la parution de ces images ou la diffusion de ces images. Quand nous avons rencontré cet avocat, il nous a bien dit que la Miviludes n'avait pas à rentrer chez nous comme elle l'a fait. Elle n'était pas habilitée à le faire. Et c'est la raison pour laquelle des courriers sont partis au préfet. À bon droit, nous pourrions nous dire ad fi. C'est-à-dire que s'il y a une association de défense de la famille et de l'individu, c'est bien dans des lieux comme ici. Nous ne faisons que ça, défendre la famille et l'individu. Ça fait des années que je dis, mais venez contrôler ce qui se passe, venez voir ce qui se passe. Où ça me gêne, c'est que de telles descentes vont pouvoir mettre en danger des gens qui sont fragiles. Ils ont fait des démarches auprès d'avocats. Enfin, je suis ça de très très près. C'est important pour moi parce que sans le moulin, je sais pas ce que je vais devenir. Les propos que font circuler aujourd'hui les associations anti-sectes et certains médias proviennent principalement d'anciens membres quand il s'agit d'attaquer des minorités de conviction. Voici l'avis d'une spécialiste de la question. Bien sûr, les médias axent leur vision très souvent sur le récit des repentis, ce que j'appelle les repentis, c'est-à-dire des gens qui ont été dans un groupe et qui en sont sortis, et qui évidemment ne sont pas contents parce qu'ils ont dépensé du temps, de l'argent, du dévouement à une cause qui, après coup, ne leur apparaît pas comme bonne. Et c'est vrai en religion, c'est vrai en politique aussi. On écrit l'histoire du Parti communiste bien davantage en écoutant ceux qui en sont sortis que ceux qui y sont restés. C'est un côté croustillant, évidemment, puisque vous avez là une critique terrible des structures de l'Église ou du parti qu'on a quitté. Aujourd'hui, le sortant d'une minorité spirituelle en France se voit de surcroît offert un soutien financier, logistique et moral de la part d'associations spécialisées dans le recueil de ce genre de récriminations. La conjonction de ces trois éléments, médias, apostats et associations antisectes, conduit à tous les excès.
Ils sont passés. C'était la salle du royaume, le temple qu'on a fréquenté, la dernière salle en tous les cas qu'on a fréquenté pendant 23 ans. C'était le groupe de personnes avec qui on était quand on a quitté les témoins de Jéhovah. On ne prend pas la peine de faire une vision objective du phénomène, mais on se braque uniquement sur les mécontents. Et donc on a une vue extrêmement biaisée de la réalité. Les supposées sectes se voient invariablement attribuer les mêmes chefs d'accusation. Autour de 3 grands thèmes universels, sexe, pouvoir, argent, on retrouve la notion floue, imparable, de manipulation mentale ou suggestion psychologique. Nous n'avons pas les moyens d'analyser chaque cas de supposées dérives sectaires mises en avant par les médias, mais à chaque fois que nous le faisons, nous découvrons au-delà des mensonges et de l'absence patente de preuves le même tableau désolant, celui de personnes aux souffrances bien réelles, propulsées dans un rôle qui, à long terme, ne peut les servir. Ces adeptes déçus qui se retournent contre leur ancien groupe sont pour ainsi dire la matière première de l'action antisecte, qui met en avant leurs critiques et griefs comme s'ils étaient absolument vrais et représentatifs d'une opinion majoritaire. C'est une face de la réalité, mais il faut évidemment la croiser. En histoire, on croise toujours les témoignages. Vous avez une personne d'un parti, une personne d'un autre parti. Vous pouvez espérer avoir une vision un peu plus balancée. Et dans la question des dites sectes, en fait, on prend systématiquement le point de vue des repentis, comme on dit à propos de ceux qui sont sortis de la mafia, des repentis, des apostats, et systématiquement, on néglige le point de vue des gens qui vivent heureux, une spiritualité. Si les médias ont intérêt, parce qu'ils font de l'audimat, parce que ça marche, etc., à fabriquer de la peur en ayant pour objet les groupes qu'on appelle sectes, eh bien ils vont le faire et ça va marcher. Les gens vont marcher. Je pourrais développer des tas d'exemples qui le démontrent. À partir du moment où les médias le disent, les gens pensent que c'est vrai. Même si dans l'abstrait, ils savent qu'ils sont roulés dans le faux par ces médias, concrètement, quand ils regardent, ils acquiescent, ils disent oui. Il est peut-être bon de s'interroger à titre personnel sur ce constat. En 30 années de campagne anti-secte, combien de ces abus avons-nous laissé passer ? Combien de mensonges sur les dites sectes sont ainsi allés s'inscrire dans notre mémoire ? Nous sommes tous des maillons potentiels d'une rumeur qui aujourd'hui s'auto-alimente. Personne ne s'est vraiment inquiété dans le village. Disons que jusqu'à présent, ils n'ont pas fait de mal à personne. Oui. Et vous savez que c'est une secte? Je le sais. Ils en parlent souvent à la télévision. Oui. Alors ils ont dit que c'est la plus mauvaise qu'on a. Nous venons de voir que dans le cas d'une minorité spirituelle, une simple arrestation peut revêtir la forme d'une agression armée. Les témoignages suivants vont montrer que la suite de la procédure judiciaire peut être encore plus destructrice. 8 mois d'emprisonnement à la maison, avec 2 enfants, plus étant enceinte, en écrivant de nombreuses lettres en demandant d'essayer de trouver un moyen de gagner de l'argent. J'ai même à un moment donné écrit une lettre en disant que je souhaitais aller au Resto du Cœur pour avoir à manger. Ça m'a été refusé. Il faut savoir qu'à l'issue de la procédure judiciaire, il ne restera rien des accusations initiales de manipulation mentale, de vol, de violence ou de séquestration qui firent la une des journaux locaux. Et rien, quoi qu'il en soit, pour justifier ce qui s'est passé pendant la période d'instruction, et notamment la tournure condamnable que prit l'enquête des gendarmes. J'avais des diffuseurs, on leur envoyait un dossier, attention c'est une secte, ils n'ont plus voulu de nous. On avait des libraires avec lesquels on travaille, attention Manitara est un gourou, donc ils ne voulaient plus travailler avec nous. Enfin, donc ils ont fait tout un cheminement, la gendarmerie, de façon à ce que tout s'écarte de nous. Et les gens, ils ne cherchent pas à savoir si c'est vrai ou si c'est pas vrai, ce qu'on leur apporte. Pour eux, à partir du moment où c'est mis devant leur nez, pour eux c'est vrai. Les inculpés espèrent des audiences au tribunal, une confrontation enfin équitable où ils vont pouvoir se défendre et obtenir justice. Cette attente est souvent déçue par des magistrats qui semblent perdre toute rationalité quand il s'agit de juger une affaire de secte. Tal Schaller, médecin et naturopathe, s'est d'abord vu suspecté d'appartenance à l'ordre du Temple solaire
et de fomenter un suicide collectif. Il ne relevait plus, 2 jours plus tard, que d'infractions au code de l'hôtellerie, qui seront sanctionnées de manière assez surprenante. Il témoigne, comme l'ont fait les habitants de Terra Nova, qu'être accusé de secte, c'est souvent être le spectateur impuissant de ce théâtre de l'irrationnel. Nous avons non seulement une amende extrêmement élevée, mais aussi une peine étrange qui consistait à nous interdire pendant 5 ans d'organiser des stages et des conférences sur tout ce qui concerne la santé et l'épanouissement de la personne. C'est que nous sommes retournés plusieurs fois au tribunal et on a toujours eu cette impression que les juges nous disaient en quelque sorte « oui, vous n'êtes peut-être pas une secte, mais vous êtes quand même une déviance sectaire ». Avec ce mot de déviance sectaire, on peut mettre ce qu'on veut et en quelque sorte, on était comme condamnés d'avance puisqu'on était dans une déviance sectaire. Quand ils nous ont interrogés, ou ils nous ont fait passer, je sais pas combien, 8 heures ou 9 heures debout à la barre, ils nous ont insultés en tant que gourous, en tant que secte, où ils n'ont rien voulu entendre. Rien, mais vraiment. Où j'ai été même à un moment donné obligée de crier pour expliquer, quand on m'accusait de quelque chose, en principe, on a un certain temps pour répondre à la question. Là, c'était, vous êtes accusé de ça, je commence à parler, je disais 4 mots. Oui, mais vous essayez toujours de vous défendre, on sait que vous êtes une secte, ça sert à rien de prouver. Alors je leur explique que j'ai des papiers qui prouvent que je suis innocente de ce qui m'accuse. Oui, mais ça c'est pas vrai. Alors là, donc les avocats à ce moment-là interviennent et disent que bon, c'est carrément la discrimination et tout ça. Ces supposées affaires de secte ne révèlent donc aucune victime de secte, mais quelques contentieux comme il en arrive dans tous les secteurs de la société, et surtout des personnes persécutées pour des choix de vie tout à fait légitimes. Ce bilan peut être étendu à 25 ans de lutte contre les dérives sectaires, comme en témoignent Maître Florent et Maître Biraud, tous 2 avocats spécialistes des libertés individuelles. Donc s'il y avait une enquête citoyenne statistique, sociologique, judiciaire, on s'apercevrait que, 1, il y a très peu de condamnations depuis 10 ans, mais quasiment rien. On en trouvera une dizaine. Que la plupart, et que sur cette dizaine, elles touchent, pour 8 ou 9 d'entre elles, des dérives personnelles de membres appartenant à des groupes minoritaires. Donc c'est effectivement un fantasme de penser qu'il y a une délinquance ou une criminalistique particulière, une délinquance particulière qui toucherait les sectes. C'est un phénomène qui est inexistant. On s'est doté d'un énorme arsenal pour courir comme un tartarin de Tarascon après le fauve qui hantait la forêt publique. On n'a guère trouvé d'animaux dangereux et on a produit des effets désastreux dans la population, notamment cette phobie collective qui s'est emparée du pays. Et derrière cette phobie collective, une pléthore de procès qui n'avaient aucun rapport, tels que des divorces, où les uns accusaient les autres d'être dans des sectes. Voilà le bilan, un bilan totalement désastreux. L'accusation de secte est bien plus répandue qu'on ne le croit et elle peut toucher n'importe qui. Quand un couple se sépare, il est courant de voir les blessures générer toutes sortes d'agressions et les cours de justice être le théâtre des allégations les plus extrêmes et les plus gratuites. Un témoignage pour parler des centaines de personnes qui se sont vues un jour accusées d'être dans une secte dans un contentieux de divorce. J'ai pu enfin trouver en moi l'énergie suffisante pour demander à mon mari de divorcer, chose que je voulais faire depuis des années, mais il était farouchement opposé à ça et il ne voulait pas en entendre parler. Il en a beaucoup parlé à mes enfants, mes fils aînés qui étaient majeurs, et bon, ils se sont mis en tête tout ce que je devais faire partie d'une secte. C'était pas possible que je veuille par moi-même divorcer, c'était inimaginable. Il fallait qu'on m'ait monté la tête. Et c'est là qu'ils ont décidé d'aller voir la DFI. Cette tournure des événements tient au fait que Marie-Christine, qui ne sort du cercle familial qu'une fois par semaine, participe entre autres aux activités d'une association de rencontres et de partage autour de divers livres et techniques de développement personnel. Donc la DFI a joué sur j'allais dire la paranoïa, sur la peur. Vous vous rendez pas compte, votre mère, c'est pas vraiment une secte dans laquelle elle risque de rencontrer des gens extrêmement dangereux. Donc elle peut être entraînée dans une secte. Donc elle peut entraîner vos 2 petits frères, donc mes 2
derniers enfants qui étaient mineurs. Et à ce moment-là, pour les sortir de là, ça sera impossible. Donc, pour éviter tout ça, à titre préventif, il vaut mieux lui enlever la garde des enfants. Alors, la DFI a conseillé à mon mari un avocat sur Aix-en-Provence, un avocat qui avait un énorme pavé marqué lutte anti-secte. Donc il a contacté cet avocat qui lui a dit il fallait faire un divorce pour faute, pour m'enlever les enfants. Cet avocat a dit que c'était la procédure normale dans ces cas-là. Le dossier allait être monté de telle façon que je ne pourrais pas m'en sortir. Marie-Christine, qui ne peut quitter le domicile conjugal, ce qui pourrait constituer une faute dans le cadre du divorce, doit alors subir pendant de longues semaines une véritable persécution. Ils ont dit à mes enfants de fouiller tous mes papiers personnels, mon agenda, mes talons de chèque, mon carnet d'adresse. Ils se sont vraiment tous montés contre moi, ils m'ont agressée, ils m'ont même insultée, j'ai été traitée de traînée, de menteuse, et j'en passe. Donc sous le prétexte de me sauver, parce que on leur a dit qu'il fallait vraiment me sauver, que j'étais en danger grave. Essayer de discuter avec mon mari de tout ça, c'était impossible. Il était dans le refus de la discussion. Il y a eu un de mes enfants avec qui j'ai pu parler, un seul. Petit à petit, j'ai réussi à lui faire comprendre un certain nombre de choses. Donc du coup, il a essayé d'en parler à ses frères et à mon ex-mari. Et à ce moment-là, ils l'ont tous traité de traître. Où sont donc les victimes? Ne pourrait-on parler, en l'occurrence, d'enfermement psychologique, de manipulation mentale ou de lavage de cerveau, toutes choses dont sont habituellement accusées les nouvelles spiritualités? L'ex-mari de Marie-Christine finira par renoncer à la procédure en cours, pris de remords, mais aussi certainement pour des raisons financières. Il est bon de revenir sur les cibles de ces campagnes que l'on croit toujours plus éloignées qu'elles ne le sont de nos pratiques personnelles. C'est quoi? C'est des stages, c'est des formations? Des stages de développement personnel, de formation. Oui, tout ce qui touche aux constellations, ce qui est très très bien écrit dans le rapport, les constellations familiales, la psychogénéalogie, voilà. Le bio, ceci. 40 formules ou mots-clés que la Miviludes estime déterminants pour évaluer le risque sectaire figurent dans le guide « L'entreprise face aux dérives sectaires » qu'elle a édité au début de l'année 2008. Autre terrain de chasse des sectes, l'éducation, où près de 60 000 enfants sont exposés à travers le soutien scolaire, mais également le médical et le paramédical. Ce ne sont pas moins de 28 pratiques alternatives de santé sur lesquelles le dernier rapport de la Miviludes jette la suspicion. L'impression que nous avons eue par rapport à la pratique des médecines douces en France, c'est que les condamnations dont nous avons été l'objet ne sont pas des cas isolés, puisque nous avons entendu des dizaines et des dizaines de thérapeutes, de médecins holistiques ou de naturopathes qui ont eu des ennuis, soit par la justice, soit par le fisc, soit par toutes sortes d'autres institutions. Lorsque nous avons pris avec mon épouse l'école Marchesson en 92, nous avons subi énormément de contrôles et de pression. Ça nous a fait prendre conscience qu'il y avait une discrimination par rapport à toutes ces techniques de santé, de vitalité, de bien-être et de spiritualité. Nous travaillons beaucoup avec la formation continue, avec les organismes de formation et il y a eu beaucoup, pour ne pas dire presque tous les documents, tous les dossiers nous ont été retournés, refusés, tout simplement parce que tous ces organismes ont reçu des lettres circulaires leur disant que nous étions, entre guillemets, une activité sectaire. À l'heure actuelle, beaucoup de termes ne sont plus à utiliser. Ce sont des termes qui fâchent ou alors on nous enferme dans des boîtes en étant soi-disant des sectes, des termes comme holistique, des termes comme bien-être, des termes comme vitalité, des termes comme chakra, etc. Dès qu'on est dans la médecine qui n'est pas la médecine classique et chimique, on essaie de diaboliser les gens. Donc pour les diaboliser, on dit qu'ils font partie de sectes. C'est facile, comme ça on les rejette en bloc. Et il n'y a plus de discours. Nous sommes certainement des centaines de milliers, si ce n'est des millions, à être touchés à un titre ou un autre par ces campagnes discriminatoires et diffamatoires. Mais bien rares sont les personnes pleinement conscientes de l'ampleur de cette action
mais aussi de son caractère unique au plan international. Aux Pays-Bas, il y a aussi une enquête sur les sectes et que le rapport final a dit ce n'est pas un problème. Il y a des petits groupes religieux, des grands groupes religieux, mais ils ne sont pas criminogènes et donc nous n'avons pas à nous en occuper particulièrement. Et nous avons vraiment eu l'impression que la France était presque un des pays champions de cette chasse aux sorcières. Et ce genre d'histoire, comme nous avons eu, n'est pas imaginable en Suisse, ou je pense non plus en Allemagne, en Italie ou en Espagne. Moi, je ne comprends pas ce qui se passe en France. Je trouve ça inacceptable. Je ne comprends pas non plus le motif d'une telle prise de position. La lutte contre les sectes donne le sentiment qu'on fait quelque chose d'utile et qu'on peut faire passer sur le devant de la scène lorsqu'il y a un problème plus grave. C'est la représentation d'une agression permanente qui peut remplacer les vrais problèmes de fond, les problèmes sociaux, les problèmes économiques, à tous les niveaux. Pour certains, la lutte anti-secte est mise au service d'une certaine dérive autoritariste qui, en France, est plus habituellement attribuée à des gouvernements étrangers. En France, c'est notre axe du mal. La lutte contre les sectes fabrique de la peur collective. Les gens ont peur des sectes. Ils ont des visages très sympathiques, mais ils vont laver le cerveau des gens, surtout des plus faibles, des enfants, etc. C'est le danger terrible. Et cette peur fait que les gens sont d'accord, à partir du moment où ils ont peur, pour accepter des reculs de la démocratie dans leur intérêt, croit-il, puisque ça va permettre de les protéger. Donc puisque ça les permet de les protéger, on va aller jusqu'à dire, écoutez, le secret professionnel du médecin, il faut peut-être le mettre entre parenthèses, parce que ça permettrait peut-être de lutter contre des sectes, sans que personne ne se pose la question, mais c'est quoi une secte? C'est quoi? Qu'est-ce que sont ces gens-là? Il n'y a jamais que des débats de partisans sur les médias qui ne nous ouvrent pas l'esprit, mais qui nous le referment. Pourquoi une telle lutte finalement? Peut-être tout simplement parce que l'enjeu est de taille, comme l'exprimait Christiane Singer devant notre caméra en avril 2006. Je vois un hommage indirect rendu aux religieux, à cette dimension religieuse de l'homme. C'est-à-dire s'il faut mobiliser tant de forces pour le discréditer, il faut qu'il ait du pouvoir à l'intérieur de l'être. Face à la peur, un outil, la démarche de connaissance, la volonté de comprendre. Là où il y a la compréhension, la peur diminue. Là où il n'y a pas la compréhension, la peur augmente. Là où la peur augmente, les positions se radicalisent. Là où les positions se radicalisent, les intégrismes d'un bord ou d'un autre se développent. Je proposerais aux personnes qui s'inquiètent de voir un parent ou un proche se tourner vers des pratiques non conventionnelles, d'essayer tout simplement de comprendre et d'aller vers une ouverture qui ne soit pas seulement de surface, qui implique donc une volonté et une nécessité de comprendre. Étant entendu que comprendre, c'est un travail. Ça nécessite de s'informer réellement, de prendre le temps, de regarder, d'examiner, de réfléchir, plutôt que de trancher, de juger, de se contenter de quelques slogans, de quelques informations non vérifiées, comme on le fait si souvent. Donc la compréhension est un travail, la peur est une paresse. Le CICNS propose la création d'un observatoire des minorités spirituelles indépendant, en réponse à une action publique dénommée « Lutte contre les dérives sectaires » et jugée inadéquate par de nombreux témoins de notre société. Cet observatoire serait un organe consultatif composé à la fois de personnalités soit critiques, soit favorables aux minorités spirituelles. Il engagerait une démarche de connaissance à l'égard des mouvements spirituels, qui sortirait ainsi de l'ombre. Ce que le grand public découvrirait alors serait bien différent de l'idée qu'il peut s'en faire actuellement, et rejoindrait à notre sens l'appréciation du sociologue Michel Maffezoli. Alors ça peut être bien sûr désordonné, comme toute chose qui est à l'état naissance, et pour le meilleur et pour le pire, comme toujours là également, mais moi j'y verrais plutôt l'expression, de l'accueil du non rationnel, l'accueil de la vie, l'accueil de l'autre, de l'étranger sous ses diverses formes. Et de ce point de vue, dans la reliance contemporaine, dans ce que moi j'appelle cette religiosité un peu syncrétiste, qui est en jeu, eh bien, il y a là quelque chose, encore une fois, où s'expriment des nouvelles formes, dans le sens simple du terme, de solidarité, des nouvelles formes de générosité dans les manières d'être et dans le rapport que l'on a aux autres et au monde. Voilà, donc oui, de ce point de vue, ça peut être considéré, à l'encontre de ce que disent beaucoup, comme une forme d'enrichissement. Et pensons-le en tant que tel.
Nous dénonçons les persécutions d'une politique discriminatoire qui se perpétue sans aucune justification sérieuse. Quelques dérives individuelles sont utilisées depuis 25 ans par les médias et certains pouvoirs publics afin d'entretenir une chasse aux minorités spirituelles qui a causé de nombreuses souffrances dans notre population. L'injustice flagrante d'une telle situation pourrait rapidement devenir la honte de notre société si les ressorts de cette méprise dramatique ne sont pas exposés au grand jour afin de faire évoluer le débat vers plus de sagesse et d'intelligence.